introduire cette session avant de vous présenter notre intervenante. Déjà pour présenter notre association, hein, donc AFPCNT pour Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Pour ceux qui nous rejoindraient ce soir et qui n'ont pas encore d'interaction avec notre association ou participé au précédent webinaire 1 heure pour comprendre. Donc on essaie au sein de cette association nationale de contribuer au développement de la culture du risque et de la résilience des territoires, et la montée en compétences des acteurs en fait partie. Et donc, on a souhaité dans ce cadre tester sur la fin de l'année une série de webinaires gratuits, plutôt en fin de journée, pour permettre aux gens qui travaillent d'avoir un petit temps de transition en fin d'après-midi pour s'acculturer ou approfondir des sujets ou être interpellés sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément ou sur lesquels ils ont besoin d'avoir d'informations. Donc, on a programmé sur cette fin d'année 6 webinaires 1 heure pour comprendre. On en est au 3e aujourd'hui avec un webinaire dédié au rôle et responsabilité des différents acteurs. On aura demain l'édition numéro 2 et la suite du webinaire sur la communication de crise. Et on retrouvera d'ailleurs Johanna Leplanois qui va intervenir aujourd'hui, qui est administratrice de notre association, secrétaire générale adjointe, et qui en plus est avocate associée spécialisée dans l'environnement. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'elle intervient aujourd'hui. On retrouvera Johanna le 19 décembre pour le dernier webinaire 1 heure pour comprendre, et elle nous parlera à cette occasion du recul du trait de côte. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que vous aurez accès aux diapositives présentées par Johanna ainsi qu'au replay. Le replay sera accessible depuis notre site internet et sur la chaîne YouTube. En fin de webinaire, Laurence Bonhomme, qui a préparé avec Johanna cette session web, vous mettra dans le chat un petit lien pour un questionnaire de satisfaction. C'est très court, mais on a vraiment besoin de vos retours parce que justement, on s'interroge sur la poursuite de cette action. Donc, on a besoin de savoir si le format vous convient et puis de recueillir également vos avis sur le thème traité et sur les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés en 2024. Donc, on compte sur vous. Et je vais laisser sans plus tarder Johanna commencer, puisqu'on n'a qu'1 heure ensemble pour 30 à 40 minutes, et ensuite on passera à un temps d'échange. Je vous invite au fil d'ailleurs de la présentation de Johanna à mentionner vos questions dans le chat. Et puis, on essaiera de vous donner la parole si on n'est pas trop nombreux pour échanger et profiter de la présence de cette avocate, membre de notre association. Johanna, c'est à toi. Merci beaucoup, Ghislaine, pour la présentation. Merci à tous d'être ici aujourd'hui donc, pour discuter du rôle et de la responsabilité des différents acteurs. Alors, différents acteurs, donc c'est assez large. Ça regroupe principalement l'État et les collectivités. Ça sera principalement ça. On parlera un petit peu également des EPCI. Il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, la présentation donc, va être très synthétique. Vu que c'est une quarantaine de minutes, il a fallu restreindre sur ce qui était pertinent. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'être synthétique, d'être brève, donc j'essaierai autant que soit-il, et d'être lisible. De vous présenter le rôle donc, de ces acteurs, État, collectivité, en matière de prévention des risques, comment c'est matérialisé, par quels outils, et un deuxième volet, parce que du rôle découlera les responsabilités, donc un deuxième volet sur les responsabilités de ces acteurs, principalement État et collectivité. Johanna, on t'a perdu. Tu as ton micro qui s'est coupé. La magie d'Internet, je me fais censurer. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas où ça s'est arrêté, mais du coup, je proposais de commencer au début de cette présentation par le principal rôle, à mon sens, en matière de prévention des risques, c'est protéger et informer le citoyen. C'est un rôle qui est partagé tant par l'État que par les collectivités. En effet, ces deux acteurs ont pour rôle commun la protection et l'information. À cette fin, différents outils législatifs, réglementaires ont été mis en place et il convient de les aborder aujourd'hui avec vous. Je vais commencer par les outils qui sont mis en place, qui sont à la main de l'État et qui aujourd'hui jouent un rôle essentiel en matière d'information et de prévention. Donc, le premier outil, c'est le DDRM, donc le dossier départemental des risques majeurs.
Ce dossier a pour objectif de recenser l'ensemble des risques majeurs, donc que ce soit inondation, submersion ou tant d'autres, dans un département donné. Et donc, ce recensement se fait par commune l'idée est de lister les communes qui sont concernées par ce risque et de présenter les mesures de prévention qui vont avec. Ce document est élaboré par le préfet. Du coup, c'est dans le rôle du préfet d'élaborer le DDRM et il est porté à la connaissance du maire. Ce document est fondamental puisqu'il permettra au maire d'élaborer son DICRIM. Je reviendrai par la suite de ce qu'est le DICRIM et je vous expliquerai davantage. Et donc, le DICRIM est un instrument à la main des communes. Donc, le DDRM permet d'élaborer le DICRIM et c'est un document qui est élaboré par le préfet qui permet de recenser les risques majeurs sur un territoire. La composition du DDRM est définie par le code, puisqu'il prévoit que le DDRM doit comporter l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune des communes est exposée, l'énoncé et leurs conséquences, de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement. Il présente également la chronologie des événements et des accidents qui sont connus et significatifs. Et enfin, le DDRM expose les mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde qui sont prévues par les autorités publiques dans le département pour limiter justement les effets de ces risques naturels. Il est important de préciser que le DDRM est révisé en tant que de besoin naturellement, mais également dans un délai maximal qui ne peut excéder 5 ans. Il est mis à la disposition du public et il est également publié. Donc ça, c'est le premier outil dont je voulais vous parler. Et donc, l'État, dans son rôle, doit élaborer ce DDRM. Et ce DDRM est fondamental puisque c'est un instrument qui sera ensuite utilisé par les communes. Le second outil à la main de l'État est fondamental en matière de protection du citoyen et d'information préventive. C'est le PPRN. Donc, beaucoup d'acronymes ce soir. Le PPRN, donc, c'est le plan de prévention des risques naturels. De la même manière que le DDRM, le PPRM est un instrument qui est élaboré par le préfet, donc à l'échelle d'une ou plusieurs communes. C'est un instrument qui est composé d'une cartographie, d'un zonage réglementaire et d'un règlement ainsi que d'un rapport de présentation et des annexes. Mais la carte de zonage réglementaire est fondamentale et elle va permettre de délimiter 2 zones. Une première zone, dite maintenant rouge, mais qui est la zone exposée au risque, et donc qui prend en compte, en fonction de la nature et l'intensité du risque encouru, dans cette zone seront interdites par principe tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement, d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle. L'idée, comme vous l'avez compris, c'est de délimiter une zone qui est particulièrement exposée au risque et dans laquelle on ne souhaite pas exposer davantage de personnes ou de biens. À côté de cette zone définie dans le zonage réglementaire du PPRN, on en a une deuxième, généralement, qui est la zone dans laquelle c'est une zone où il n'y a pas d'exposition directe au risque, mais il y a une exposition indirecte. Et donc, c'est généralement une zone appelée zone bleue. Et donc, dans cette zone, les constructions, ouvrages, aménagements, exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles sont permises mais sont permises généralement avec des prescriptions dans la mesure où la construction ou l'aménagement pourrait être de nature à aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux. Ce PPR est important et a une incidence en tant que notamment maire sur les possibilités d'urbaniser, d'aménager le territoire. Puisque dans le rapport avec les documents d'urbanisme, le PPR constitue une servitude d'utilité publique et doit être annexé aux documents d'urbanisme, au plan local d'urbanisme, au plan local d'urbanisme intercommunal PLUI maintenant.
Ainsi, on a deux documents fondamentaux, des DRM d'une part, PPRN d'autre part, qui permettent au préfet d'informer, de délimiter les zones qui sont exposées aux risques sur les territoires et de préciser la nature des risques. À côté de ça, c'est pas exactement un document en tant que tel, c'est plus une procédure, mais il me semble important d'en parler aujourd'hui dans le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est élaborer les deux documents, mais c'est aussi porter à connaissance. Porter à connaissance, donc c'est une procédure, mais qui est assez informelle et qui a vocation à informer les communes ou les groupements, à informer des études techniques qui ont été menées et dont l'État dispose. Et donc l'idée, c'est de transmettre la connaissance de l'État vers les communes, même si cette connaissance n'est pas matérialisée, en tout cas à ce stade, dans un PPR. L'idée, c'est de transmettre ces connaissances pour que ces connaissances, ces études techniques puissent être prises en compte dans les documents d'urbanisme et dans les autorisations d'urbanisme surtout que la commune peut être amenée à délivrer par la suite. L'État, donc on l'a vu, un rôle d'information via ces deux documents et cette procédure de portée à connaissance. À côté du rôle majeur de l'État, le deuxième acteur qui a un rôle essentiel en matière d'information et de prévention pour les risques, c'est le maire. Le maire a un rôle essentiel et ce rôle passe également par plusieurs instruments qui sont mis à sa disposition. Je vais commencer par le DICRIM, donc j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Le DICRIM donc, a vocation à informer la population des risques présents sur le territoire de la commune. Ce document présente les mesures de prévention et les mesures plus spécifiques qui peuvent être prises par le maire. Il est à destination du public, du coup, et il y a également dans ce DICRIM des consignes de sécurité qui peuvent être mises en œuvre en cas de réalisation d'un risque. Le document donc d'information communale sur les risques majeurs est mis à jour en tant que de besoin, donc c'est la même expression que pour le DDRM, mais de la même manière, même si c'est en tant que de besoin, sa révision ne peut excéder un délai de 5 ans. Cette information est assez importante parce que elle a été réformée par le décret assez récent concernant l'information préventive, donc décret du 15 septembre 2023, qui impose cette obligation de mise à jour alors qu'auparavant rien n'avait été prévu en ce sens. Le DICRIM doit être à disposition de tous, vu qu'il est à destination du public, il doit pouvoir être consulté sans frais. Et les maires ont une liberté sur les moyens de communication. C'est un axe nouveau puisque le décret du 15 septembre 2023 dont je viens vous parler renforce vraiment cette obligation de mettre en œuvre des actions de communication pour faire connaître le contenu du DICRIM. C'est important aujourd'hui que ce ne soit pas juste un document existant, mais dans un placard, entre guillemets. C'est important que ce document soit éprouvé, que ça soit vraiment un support de communication pour permettre justement à la population de connaître les risques. Et donc, en ce sens, il y a eu donc un renforcement de l'obligation d'action de communication. Et donc, actuellement, le maire doit mettre en œuvre au moins une fois tous les 2 ans des actions visant à faire connaître les risques sur son territoire. Hop. Le deuxième point dont je voulais vous parler, un petit peu à part, mais qui est quand même important sur l'information des populations, un petit peu à part parce qu'il n'est pas vraiment à la main du maire, mais il s'applique sur son territoire, c'est l'information acquéreur-locataire. Du coup, information par laquelle donc, il y a une obligation d'information lors de l'achat ou de la mise en location d'un bien donc dès l'annonce immobilière, une obligation d'information sur les risques naturels ou technologiques pour lesquels le bien est concerné. À côté du DICRIM, il me semble important
de vous parler aujourd'hui du plan communal ou intercommunal de sauvegarde. On est dans un document, encore une fois, et un outil qui permet justement au maire d'exercer son rôle et ses responsabilités. Le plan communal de sauvegarde PCS ou plan intercommunal de sauvegarde PCIS est un document qui est défini sous l'autorité du maire. C'est un document qui est à la fois un outil important pour la gestion de la crise et un document qui contribue au même titre que le DICRIM à la sensibilisation du public et à la diffusion de la culture du risque. Il établit donc notamment dans un volet préventif un recensement et une analyse du risque à l'échelle de la commune. Aujourd'hui, donc de la même façon que pour l'information préventive, on a eu pas mal de modifications, d'évolutions législatives et réglementaires sur ces documents. Et donc dernièrement, la loi Matras a étendu l'obligation de réalisation des plans communaux de sauvegarde et des plans intercommunaux. Ils sont obligatoires aujourd'hui dans de nombreuses communes. Donc, la liste a été allongée. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt de vous faire un inventaire à l'après-vert. Je vais juste vous rappeler que le PCS est obligatoire dans les communes dotées d'un plan local, un plan de prévention des risques naturels, qu'il soit, et là c'est important, prescrit ou approuvé. Donc, ce n'est pas uniquement dans les communes où le PPR est approuvé. Il est obligatoire également dans les communes qui sont comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention et comprises dans un TRI. Il y a d'autres communes, encore une fois, qui sont concernées, dans lesquelles c'est obligatoire, mais c'est un petit peu plus restreint par rapport au nombre de communes concernées. La mise en place du PCS doit faire l'objet d'un exercice, d'un exercice tous les 5 ans au moins. Donc, cette disposition est fondamentale, on le voit bien, c'est un peu comme le DICRIM dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des documents qui n'ont pas d'intérêt s'ils sont rangés dans un coin. Ils ont vraiment un intérêt si on sensibilise les personnes à partir de ces documents. Si ces documents sont éprouvés, notamment par les PCS, on voit qu'il y a tout intérêt à avoir le document et à faire des exercices à partir de ce document. Sur le PCIS, j'indiquerai uniquement à ce stade qu'il est obligatoire pour les EPCI dès qu'au moins une des communes membres est soumise à l'obligation de réaliser un PCS. Voilà du coup pour les outils. Donc, outils à la main de l'État, outils à la main de la commune, vraiment dans le cadre de réalisation de leur mission et de leur rôle. Et donc, c'est le premier point, c'est vraiment le rôle de l'État et des collectivités passe par de l'information et de la protection des citoyens. Et donc, à cette fin, des outils sont mis en place et je viens de vous les exposer. Le deuxième rôle fondamental en matière de prévention des risques et de protection des populations passe par l'urbanisme et la maîtrise de l'urbanisation. Il est indispensable d'adapter l'urbanisation du territoire afin de ne pas exposer de nouvelles personnes, de nouveaux biens à un risque et de ne pas augmenter le risque existant. À cette fin, du coup, l'État et les collectivités locales disposent de compétences différenciées, mais qui sont complémentaires à mon sens. Et donc, le premier point, c'est la maîtrise de l'urbanisation via les documents d'urbanisme. En effet, même si les documents de planification ne traitent que de manière annexe à la question de la prise en compte des risques naturels, l'action des collectivités en matière d'urbanisme a pour objectif, vise à atteindre vraiment les objectifs de sécurité et de salubrité publique, ainsi que les objectifs de prévention des risques naturels prévisibles. Je rappelle en ce sens concernant les documents d'urbanisme que le maire dispose de plusieurs documents de planification qui orientent l'aménagement du territoire.
et donc qui oriente et qui prend en compte dans les objectifs à atteindre sur ces documents d'urbanisme l'objectif de prévention des risques naturels et technologiques. Et donc cet objectif, normalement, doit être présent dans les différents documents de planification. Donc, on a toujours beaucoup de documents d'urbanisme et de documents de planification. Si on fait une pyramide, je commencerai par le haut de la pyramide, le document le plus éloigné, en tout cas le plus haut, le STRADET. Et en dessous, nous avons le SCOT. En dessous, nous avons le PLU et le PLUI, donc le plan local d'urbanisme et plan local d'urbanisme intercommunal. Et en dessous, le PPR. Donc voilà pour ce rappel. Et donc c'est au sein de ce document d'urbanisme que l'objectif de prévention des risques naturels existe et doit être pris en compte. À côté des documents d'urbanisme, et c'est là où il y a peut-être le plus de marge de manœuvre, je dirais, pour prévenir les risques naturels, c'est la question de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Le postulat est simple. En effet, quand on autorise une construction, on peut potentiellement l'exposer à un risque existant sur le territoire. Et donc, c'est là où le maire, dans le cas où il a gardé la compétence, mais sur le territoire, elle est quand même très peu déléguée, en tout cas très peu déléguée à l'EPCI. Et donc, du coup, j'envisagerais le cas où le maire a la compétence pour délivrer l'autorisation d'urbanisme. Naturellement, il y a eu transfert de compétences, si c'est l'EPCI qui a la compétence en matière d'urbanisme, la règle est exactement la même. En matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme, comme on l'a vu tout à l'heure, l'instruction de l'autorisation s'opère notamment au regard du PPR, donc du plan local d'urbanisme et du document d'urbanisme. Donc, il n'y a pas toujours un PPR sur le territoire. Et donc, dans ce cas-là, forcément, on ne dispose pas de la cartographie du zonage réglementaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir, en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme, qu'un article du Code de l'urbanisme traite justement de cette question d'exposition au risque. Alors, cet article est beaucoup plus large que les risques naturels, mais il est vraiment applicable en matière de risques naturels et je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui dessus. On ne peut pas parler du rôle du maire, notamment dans la délivrance d'autorisation d'urbanisme, sans vous exposer la possibilité qui lui est offerte au titre de l'article R111.2 de refuser une construction, de refuser une autorisation de construire. L'article donc R111.2 permet de refuser ou de s'opposer à une autorisation de construire, donc que ça soit une déclaration préalable ou un permis de construire. Lorsque le projet envisagé est de nature à créer un risque par l'intermédiaire de la notion d'atteinte à la sécurité publique. Donc, je vous ai reproduit dans le diapo l'article R111.2 et donc par la notion de sécurité publique, nous avons l'insertion des risques naturels. Et donc, un projet qui expose une population à un risque peut être refusé au titre de la sécurité publique, quand bien même on aurait un PPR et une possibilité de construire dans le cadre du PPR. Cet article donc est d'ordre public et donc il s'applique quand bien même la commune serait dotée d'un document d'urbanisme. Donc ça, c'était le deuxième point dont je voulais vous parler. Ainsi, pour résumer ce que je viens de dire sur le rôle des différents acteurs, je le résumerai ainsi. Le rôle du maire passe par l'information préventive, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les différents outils qui sont à sa portée, notamment le DICRIM et les PCS. Il passe également par l'urbanisme. L'urbanisme est un moyen efficace de prévenir les risques naturels et technologiques sur le territoire. Le maire également est responsable, comme vous l'avez compris, de la bonne application du PPR sur son territoire, vu qu'il doit reporter dans les documents graphiques des documents d'urbanisme les risques naturels et il doit même mettre en œuvre les actions de prévention et de protection.
À côté de ça, et donc ça sera davantage exposé dans le cadre des responsabilités, mais ça fait partie de son rôle, il a une casquette, comme vous le savez, de pouvoir de police. Et donc, il a une obligation de prévention générale des accidents naturels. Donc, en cas de danger, le maire est amené à prescrire, il peut être amené à prescrire des travaux d'urgence, de sécurisation. Et à côté, il a une casquette également de pouvoir de police plus spéciale en matière de gestion de crise notamment, puisque le maire doit prendre les premières mesures conservatoires pour protéger les populations et les biens. Ça passe par des dispositifs d'alerte, d'information et d'évacuation de la population. À côté donc de ce premier résumé concernant le rôle du maire, je ferai un second résumé sur le rôle de l'État. Donc on a vu via les différents outils qu'il avait à sa disposition. Il a un rôle lui aussi en matière d'urbanisation, vu que l'État, par l'intermédiaire du préfet de département, a le devoir d'informer les collectivités des risques grâce notamment à la procédure de portée à connaissance, donc par laquelle il va transmettre à la collectivité toutes les études techniques qui lui permettent d'informer après sa population. Il a également le devoir d'élaborer et de mettre en application les PPR, donc plan local, plan de prévention des risques, que ce soit naturel ou technologique d'ailleurs. Il a également une casquette que j'ai pas développée aujourd'hui parce que malheureusement le temps est compté, mais je la cite dans cette petite synthèse, c'est celle de l'acquisition amiable ou de l'expropriation au titre du fonds Barnier. Donc en matière d'urbanisme. Le rôle de l'État passe également par l'information préventive et donc l'outil à sa disposition et le DDRM. J'espère donc que cette première partie sur le rôle des différents acteurs que j'ai concentré sur le rôle de l'État et des collectivités a été claire. Il y a naturellement le rôle de l'EPCI qui peut apparaître dans cette matière, en matière de risque naturel. Et dans ce cas-là, il intervient notamment par rapport à la délivrance des autorisations d'urbanisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a eu transfert de compétences. Toutefois, dans ce cas, il n'y a pas de transfert de compétences en matière de gestion des risques. La compétence se limite à l'urbanisme. Maintenant, je vous propose de passer sur la deuxième grande partie de ce webinaire, qui est la responsabilité des différents acteurs. Pas de surprise, de la même manière que le rôle en matière de prévention des risques est très présent et pèse vraiment sur l'État et les collectivités, les responsabilités vont se diviser de la même façon, avec une responsabilité État et une responsabilité collectivité. Ce sont les deux responsabilités, je dirais, les plus prépondérantes en matière de prévention des risques majeurs. Et donc, ce sont les deux responsabilités les plus prépondérantes parce que, comme on l'a vu, tout simplement, ce sont les deux personnes publiques qui interviennent, en tout cas principalement dans ce domaine-là. Donc, la responsabilité de l'État et la responsabilité de la commune peut être engagée en cas de dommages, notamment causés par un risque majeur. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de vous faire un cours sur la responsabilité administrative. Il y en a plusieurs types, pour faute, sans faute. Il y a plusieurs fautes exonératoire, faute d'un tiers, force majeure. Mais aujourd'hui, l'idée n'est pas du tout de vous présenter toutes ces théorie, en tout cas toute cette matière sous l'angle théorique. L'idée est vraiment de rentrer plus dans la pratique et de vous montrer un petit peu les cas de responsabilité qui peuvent se présenter en matière de prévention des risques. Alors, l'exemple le plus parlant et la jurisprudence la plus pertinente en matière de responsabilité est naturellement Xynthia. Donc, pour rappel, une tempête de février 2010 a causé des victimes et a engendré de nombreux dommages aux biens. Il y a eu, dans le cadre judiciaire, de nombreuses actions menées. Il y en a eu devant les juridictions civiles et devant les juridictions pénales. Pénales et devant les juridictions administratives, pardon.
L'arrêt et la décision est intéressante parce que beaucoup de moyens étaient invoqués et cet arrêt permet de dresser un petit peu toutes les responsabilités qui pourraient être invoquées en matière de risques naturels en cas de survenance de dommages. Je vous renvoie du coup à l'arrêt du Conseil d'État qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'étudier aujourd'hui et je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vous ferai à chaque fois, je vous dirai à peu près dans quel cas la responsabilité a été engagée. Et donc, c'est l'arrêt du 31 mai 2021, numéro de requête 43 47 33. Donc, dans l'arrêt Xynthia, la responsabilité de la commune et de l'État a été engagée. Et donc, de la même manière, je vous propose de continuer le webinaire avec cette dichotomie. La commune, tout d'abord. La commune peut voir sa responsabilité engagée. Elle a deux séries d'obligations au titre des pouvoirs de police, je l'ai dit tout à l'heure. Elle a une obligation générale dite préventive, donc de prévention des accidents naturels, et elle a une obligation également dite spéciale de prendre, en cas de danger grave et imminent, les mesures qui s'imposent au regard des circonstances. Ainsi, les cas de responsabilité peuvent être regroupés, à mon sens, sous deux angles en matière de prévention. On a notamment le cas de la responsabilité de la commune qui est mis en œuvre pour une carence dans la mise en œuvre justement de ses obligations en matière de prévention. La responsabilité de la commune, du coup, peut être mise en œuvre en cas d'insuffisance de mesures de prévention et de prévision. Et donc, elle peut être constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité vis-à-vis donc des victimes lorsqu'un dommage a été causé par un risque. Il est important dans ce cadre d'insister. J'ai souvent la question de la part d'élus, en tout cas d'expérience qui remonte en ce sens, c'est que le fait que l'État soit engagé se soit engagé en retard dans la délimitation des zones à risque n'est pas de nature à dégager, à exonérer la commune de sa responsabilité. Donc ça, c'est le premier point, le premier cas généralement de responsabilité. On en a un autre deuxième pour le maire par rapport à la prévention des risques. C'est en matière d'absence ou d'insuffisance de travaux destinés, susceptibles à prévenir ou à atténuer un risque. Donc l'idée, c'est de sécuriser naturellement les administrés, même en l'absence d'un PPR. Et donc le maire peut prescrire des travaux ou peut intervenir directement en faisant lui-même, en faisant faire les travaux. Et donc d'ailleurs, dans le cas de Xynthia, on a ce chef de responsabilité qui a été retenu, notamment parce que on reproche à la commune de ne pas s'être substituée pour réaliser des travaux de rehaussement de la digue. Et donc, c'est un des cas de responsabilité donc, qui a été illustré notamment par Xynthia. C'est un petit peu particulier parce que dans Xynthia, on avait une ASA qui était en charge de la gestion de la digue, mais du coup, la commune aurait quand même dû se substituer à cette ASA, sachant que des travaux de rehaussement auraient dû être effectués. Et donc, c'est un deuxième chef de responsabilité qui peut être retenu. À côté, on a du coup, dans le cas de l'obligation spéciale de prendre en charge des dangers graves et imminents, on a aussi une responsabilité. Et donc, cette responsabilité donc, passe par notamment l'absence de prescription de mesures de sûreté alors qu'elles étaient exigées au regard des circonstances. Et donc, dans ce cas, normalement, le maire a l'obligation de prendre des mesures en adéquation avec le danger. Et ça peut être, par exemple, une interdiction de circuler ou une interdiction d'habiter un bien, une obligation de procéder à des travaux pour prévenir un risque. Et donc, dans ce cadre, le maire doit prendre une mesure proportionnée. Et donc, la responsabilité de la commune peut notamment être engagée en cas de disproportion parce que la mesure doit être en adéquation donc, avec le danger et le juge administratif contrôlera la proportionnalité entre le danger, donc le danger grave et imminent, et les mesures prises au regard de l'urgence de la situation.
Il est important de préciser que la jurisprudence est claire sur ce sujet-là et donc toute mesure qui est prise de manière illimitée, permanente et définitive sera considérée dans le cadre de ses pouvoirs comme illégale. Et donc, la deuxième responsabilité pour la commune, donc la commune a une responsabilité au titre de ses pouvoirs de police, donc avec ces deux sous-axes, la carence dans l'obligation préventive et l'absence et l'insuffisance de travaux. Et à côté de ces obligations au titre du pouvoir de police, on a aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, l'urbanisme, dans lequel le maire a un rôle prépondérant. Et donc, il peut y avoir une responsabilité fondée sur l'illégalité d'une autorisation d'urbanisme. Naturellement, dans le mécanisme de responsabilité, il devrait y avoir un lien de causalité entre l'illégalité et le préjudice. À côté de la responsabilité de la commune, on peut avoir la responsabilité pénale du maire. Donc là, on change de juridiction. On était dans la juridiction administrative pour parler de la responsabilité administrative de la commune. Et là, on sort de cette juridiction-là pour rentrer dans la juridiction civile et plus précisément dans la juridiction pénale, vu qu'on parle de responsabilité pénale. Et donc là, ce n'est plus la commune, mais c'est bien le maire qui est personnellement mis en cause. La responsabilité pénale d'un élu peut être engagée, notamment en cas de délit non intentionnel et plus particulièrement en matière de risque, on le voit en cas de mise en danger de la vie d'autrui, d'homicide ou de blessure involontaire. Malheureusement, la responsabilité pénale n'est pas du tout une responsabilité théorique, vu que en pratique, elle a été plusieurs fois engagée. On a beaucoup de jurisprudence sur le sujet. Et donc, on a l'exemple Xynthia. Donc, encore, alors, plus sous l'angle Conseil d'État, avec la décision dont je vous parlais tout à l'heure, mais sous l'angle procédure pénale, donc cour d'appel. Et une cour d'appel, du coup, a condamné et à relever la responsabilité pénale du maire dans ce dossier. Et donc, sur Xynthia, par exemple, les fautes caractérisées qui ont été retenues ont été à plusieurs titres. Il y a eu l'absence de mise en place d'un PCS, il y a eu l'absence d'alerte de la population, il y a eu l'absence de diagnostic de la digue, l'absence de DICRIM, et il y a d'autres infractions qui ont également été retenues parce qu'il y a eu beaucoup le dossier Xynthia était complexe et assez lourd, et donc il y avait beaucoup de chefs d'inculpation. Et donc voilà, en tout cas, parmi ceux qui ont été retenus et qui sont intéressants aujourd'hui, je voulais vous présenter ces quatre-là. Et il n'y a pas que Xynthia, comme je l'ai dit, il y en a plein d'autres. Et je donnerai également l'exemple de Montroc, où la responsabilité du maire, il y a eu 12 morts, je crois. Elle a été retenue parce que le maire n'avait pas pris en compte de mesures adéquates pour tenir compte du risque sur le territoire, alors qu'il est démontré qu'il en avait connaissance. Hop. À côté de la responsabilité, donc là, on parlait vraiment de la responsabilité de la commune. Je vous ai dit tout à l'heure, deux acteurs fondamentaux en matière de risques naturels, l'État et les collectivités. Et donc, l'État, en tant qu'acteur des risques naturels, a aussi naturellement sa responsabilité qui peut être engagée. L'exemple Xynthia est encore une fois assez parlant puisque l'arrêt est assez récent et la responsabilité de l'État a été retenue pour sous-estimation du risque dans le cadre d'un plan de prévention des risques. Donc, en l'espèce, sur le territoire, il y avait bien un plan de prévention des risques qui avait été adopté, mais il y a une sous-évaluation fautive de l'aléa de référence qui est en lien avec les préjudices dès lors que, en l'espèce, la détermination de zones inconstructibles et la définition de prescriptions particulières étaient clairement insuffisantes. Et donc, la condamnation de l'État dans ce cadre a été retenue. Et donc, on est bien dans le cadre d'un cas de responsabilité administrative. Deuxième point dans lequel il y a responsabilité de l'État, c'est dans le cadre du pouvoir de substitution. Le préfet peut être amené à intervenir pour le compte et sous la responsabilité de la commune en cas de carence du maire.
Et dans ce cas, lorsqu'un préfet se substitue au maire, seule la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée en cas de faute commise par le préfet dans l'exercice du pouvoir de substitution. Et donc ça aussi, ce chef de responsabilité a été retenu dans le cadre de la Rexintia, vu qu'on a la responsabilité de l'État qui a été engagée parce que le préfet ne s'est pas substitué. Alors, en l'occurrence, pas à la commune, mais il y a un mécanisme similaire pour la substitution sur les ASA, donc associations syndicales autorisées. Et donc, l'État aurait dû se substituer à l'ASA qui était défaillante sur le territoire. Je vous ai mis, parce que, à mon avis, c'était important que les citoyens avaient quand même une responsabilité en matière de risques naturels et que leur responsabilité peut notamment être engagée en matière pénale. Et voilà. Et donc, j'ai fait le tour. Donc, on a vraiment des responsabilités diversifiées. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment deux ordres juridictionnels et deux types de responsabilités administratives et pénales. Et donc, administrative, c'est vraiment l'État et la commune. Et pénale, c'est principalement le maire qui sera directement mis en cause. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johanna, pour ce beau panorama, hein, donc avec une première partie plutôt sur les outils clés et leur potentiel et les obligations qui ont évolué donc récemment, hein, avec ce décret récent que tu évoquais. Puis là, le point sur les responsabilités. Alors, j'invite, hein, les participants, bien sûr, à faire part de leurs réactions et de leurs questions dans le chat. J'en avais quelques-unes. Si je prends par ordre chronologique ta présentation sur les outils. Alors effectivement, il y a des outils, des DRM, d'ICRIM, PPR, etc., avec PICS, PCS, tous les acronymes qu'on adore, avec des obligations de révision périodique, un accompagnement particulier, tu le disais, par d'autres actions de communication, notamment des maires. Nous, en tant qu'acteurs associatifs, bien souvent, on nous interroge sur la performance de nos actions, la mesure d'impact. Est-ce qu'il y a des obligations par rapport à ces outils, au-delà de cocher la case de les avoir faits et déployés sur le territoire, d'en mesurer l'impact? Est-ce qu'il y a des choses dans les textes? Non, pas encore. Là, c'est vraiment tout neuf déjà. On est vraiment au début de cette obligation de mise en œuvre, je dirais, des outils, qui est déjà une avancée considérable en matière de prévention des risques. C'est vraiment en 2023 qu'on a fait de ces outils des outils qui deviennent pratiques et qu'on peut un petit peu éprouver. Après, à ma connaissance, il n'y a pas de retour d'expérience. Je pense que c'est ça que tu soulignes pour justement faire une grille d'analyse sur ce qui va pas. D'accord, oui, c'était ça, de retour d'expérience. Et puis, est-ce qu'il y avait une obligation justement de mesurer dans le temps si ces outils sur le territoire étaient performants et d'identifier des actions pour optimiser leur performance dans le temps, que ce soit au niveau local ou même au niveau national. Donc, a priori, c'est peut-être un champ à creuser. Tu nous as parlé sur la responsabilité, donc la responsabilité pénale et administrative. Est-ce qu'il y en a d'autres, des responsabilités, d'autres Alors, types? il y a une responsabilité civile, donc comme je l'ai dit, administrative d'un côté devant les juridictions administratives, responsabilité pénale devant les juridictions civiles. Et en fait, devant les juridictions civiles, il y a aussi possibilité d'une responsabilité civile qui, donc sur le fondement du Code civil, qui vise à réparer les dommages causés à autrui. Donc l'objectif est d'avoir une compensation, une condamnation pécuniaire. Cependant, en raison du type d'acteur, donc personne publique, c'est une responsabilité qui est peu engagée et qui peut être engagée uniquement si l'élu a commis une faute personnelle à l'encontre d'un tiers. Donc elle est assez restreinte et D'accord. je ne l'ai pas exposée aujourd'hui. Peut-être le temps que des participants réfléchissent à des questions. Tu as parlé du R111.2, donc outil particulièrement intéressant, et j'ai vu que Pierrick Viau poserait une question juste après. Outil particulièrement intéressant, hein, quand il n'y a pas de PPR notamment, mais outil de mémoire, hein, utilisé avec précaution, parce qu'il y a pas mal de contentieux de jurisprudence sur le R111.2. Donc si tu pouvais nous en parler un peu, puis finalement l'articulation avec l'outil PPR. Comment tu vois l'articulation optimisée entre le R111.2 et l'outil PPR et une utilisation performante et sécurisée de cet outil-là?
Alors en effet, ta question est pertinente parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jurisprudence qui arrive sur le fondement du R111.2 parce que justement, c'est vraiment une appréciation du maire du risque. Il faut différencier vraiment deux cas. Le premier cas est peut-être le plus compliqué, c'est le cas où on a un PPR et on veut utiliser le R111.2. Cas le plus compliqué parce que généralement, le zonage réglementaire définit un petit peu les zones où on peut construire ou on ne peut pas construire, pour être très schématique. Et donc, c'est peut-être dans ce cas où le risque d'insécurité juridique, le risque d'annulation est le plus important. Et c'est intéressant parce que le Conseil d'État, justement, a précisé un petit peu un mode d'emploi à suivre pour le maire, pour le service instructeur, afin d'utiliser l'article R111.2, alors même qu'il y avait un PPR sur le territoire. Et en gros, le mode d'emploi du Conseil d'État est un mode d'emploi en 3 étapes. En numéro 1, le maire doit vérifier que le projet de construction qui lui est proposé respecte les dispositions du PPR et que ces dernières sont suffisantes pour garantir la sécurité publique au regard du projet. Donc ça, c'est le premier point. Il regarde le PPR et il regarde si c'est suffisant. Si c'est le cas, bon, pas de difficulté. Si ce n'est pas le cas, et c'est là où le R111.2 a tout son intérêt, il faut s'interroger pour savoir si des prescriptions supplémentaires pourraient être imposées, justement sur le fondement de R111.2 pour pouvoir délivrer l'autorisation en prenant en compte le risque. Alors même que on est vraiment dans un cas où il y a une exposition à un risque et donc du coup le PPR ne solutionne pas le problème et le maire, s'il veut quand même délivrer l'autorisation, peut avoir un petit peu un chemin intermédiaire justement en prenant des prescriptions dans l'autorisation de construire. Et ce n'est que dans une troisième étape, si il ne peut pas imposer des prescriptions, parce que tout simplement, ce n'est pas réalisable par rapport au projet proposé, le permis de construire, que uniquement dans ce cas, peut être refusé sur le R111.2 avec, alors même qu'il existait un PPR. Donc, il y a vraiment ce raisonnement en 3 étapes qui est important. Donc, c'est un arrêt de 2020. Je pourrais le remettre, Volontiers, oui, je on tiens à pourra votre peut-être le partager. disposition peut-être ce qui, voilà. Et le Conseil d'État est très pédagogique et donc il y a vraiment ce raisonnement en 3 étapes qui est très important et donc qui permet de sécuriser, pardon, in fine, les autorisations, enfin les refus d'autorisation qui seront délivrés sur le fondement de R111.2. Très bien, oui, effectivement, ce serait peut-être pas mal qu'on rajoute une petite diapo de ressources pour aller voir ces textes et ces références un peu fondatrices. Alors, Pierrick avait levé la main, peut-être qu'il veut prendre la parole. Oui, merci de me donner la parole. Voilà, moi je suis responsable de l'urbanisme sur ma commune. Et dans ce cadre, et aussi de tout ce qui concerne les risques sur la commune. Et on a donc fait notre plan communal de sauvegarde, il est à jour. On a mis en place ce qu'on appelle chez nous des référents de quartier, ou on pourrait appeler ça des gens qui... c'est pas encore une réserve de sécurité civile, hein, mais c'est des gens qui sont se porter volontaires pour donner un coup de main en cas de... Pour nous, c'est principalement l'inondation qui est concernée, mais pas que, pourquoi pas. Et on a une liste là qui est fraîchement établie, sur laquelle on a fait une réunion et sur laquelle on a expliqué en quoi pouvaient servir ces personnes en cas de pépin. Moi, mon interrogation est la suivante, c'est parce qu'on m'a posé des questions sur lesquelles je ne peux pas répondre sur la responsabilité de ces gens-là. Parce qu'on va effectivement mettre une annexe dans notre PCS pour qu'ils soient identifiés avec éventuellement un appel, enfin on peut les appeler en cas d'événement majeur sur la commune. Ils pourraient être engagés pour informer la population ou pour recueillir des informations ou pour toute autre chose, mais la question se pose sur leur responsabilité. Qu'est-ce qui se passerait si, voilà, d'une manière ou d'une autre, leur responsabilité serait engagée? C'est une bonne question que j'ai pas eu encore à traiter. Est-ce que vous allez leur faire signer des conventions ou c'est très informel comme rapport? Non, on n'a pas l'intention de leur faire signer des conventions. On va, comment dire, dans le cadre d'un exercice qu'on fera prochainement, sûrement les équiper avec chasuble, avec outils de communication, avec éventuellement un document attestant le fait qu'ils soient collaborateurs du maire dans ce genre de circonstances. Donc voilà, pour essayer de les mettre
en avant vis-à-vis de la population, mais voilà, la plupart m'ont posé la question, mais est-ce qu'on engage notre responsabilité si on intervient sur la commune pour différentes missions? Alors moi, je ne sais pas si j'ai la réponse, hein, mais j'ai en tout cas une expérience que je peux vous partager dans une autre association qui n'est pas la FPCNT, mais qui est l'AFPS. J'ai eu la charge il y a quelques années et jusqu'à il y a peu à coordonner un dispositif qui s'appelle le dispositif urgence pour faire du diagnostic bâtimentaire après un séisme. Et on fait appel à des bénévoles voilà, qui sont investis, qui sont formés en génie civil et qui peuvent potentiellement être mobilisés. Dans ce cas-là, ils ont un statut de collaborateur occasionnel du service public. Donc, je pense que c'est peut-être ça qu'il faudrait creuser. Ça impose par rapport au cadrage des responsabilités, si vous tombiez dans ce cas-là, mais je pense que ça me fait penser quand même pas mal à ça, donc à voir avec un appui juridique, mais à mon avis, on est dans ce cas, à avoir effectivement une liste officielle, tracée, avec une sensibilisation des procédures d'activation et même des procédures qui encadrent leur action sur le terrain pour voir en cas de recherche de responsabilité s'ils ont appliqué la procédure ou s'ils sont écartés de façon volontaire ou de façon involontaire. Et ce qu'on avait regardé, nous, c'était est-ce que les bénévoles, puisque du coup, quand ils ont ce statut, et là, c'était activé par les services de l'État, donc c'était l'autorité État qui endossait la grosse responsabilité, mais ils n'étaient jamais totalement dégagés de leur responsabilité individuelle, dans la mesure où ils se mettraient volontairement en faute, en ne respectant pas la procédure ou en créant ou en se mettant volontairement en danger. Donc, il y a quand même leur responsabilité civile. Alors, je ne sais pas si tu me reprendras, Johanna, hein, puisque je ne suis pas spécialiste de la question, mais qui restaient engagés. Ils n'avaient pas d'assurance particulière à prendre à leur niveau. Par contre, il nous avait été conseillé au niveau de la FPS de nous avoir une assurance complémentaire. Donc, c'est peut-être quelque chose à creuser, mais voilà ce que je peux en dire. Et votre cas me fait quand même beaucoup penser à ça. Je te rejoins, je te rejoins totalement, Ghislaine. Je pense que moi aussi, ça me fait penser exactement à ça, à la notion de collaborateur occasionnel du service public. Après, aujourd'hui, moi, je n'ai pas connaissance de jurisprudence, voilà, de cas de responsabilité qui aurait été retenu. Mais en tout cas, la notion de collaborateur occasionnel du service public et toute la jurisprudence est tracée par la jurisprudence administrative. Et donc, de manière plus générale, dans d'autres cas, vous aurez facilement un cadre juridique qui pourra être dégagé. Voilà, puis je crois que des participants confirment hein, que ce serait ce statut-là et que c'est ça qu'il faut creuser. Oui, oui. Ça veut dire qu'en gros, le maire doit prendre un arrêté, comment dire, authentifiant, enfin en tout cas listant les personnes concernées, de façon à ce que ça soit... Oui, et puis de tracer peut-être des procédures hein, qui vous disent voilà comment vous les activez, comment vous les animez, maintenez leurs compétences et tout ça de façon régulière. Et les équipements que vous leur donnez, par exemple l'identification, les équipements de sécurité, ça je pense qu'il faut avoir des procédures. Et la liste est importante. Nous, je sais qu'en tous les cas, elle était un élément fondamental hein, d'avoir cette liste validée et de savoir en cas de crise qui on mobilise, voilà, sur quelle période. Et parce que là, c'est la collectivité qui engagerait sa responsabilité en plein. Mais encore une fois, chaque bénévole garde une part de responsabilité. Vous aviez évoqué le PCS et il y avait des questions dans le chat, notamment sur la révision du PCS. Certains demandaient, mais ne faudrait-il pas le réviser chaque année? Alors, je ne pense pas que cette révision annuelle soit obligatoire, mais tu vas nous en parler. Et puis, toujours sur le PCS, et tu pourras répondre aux deux questions en même temps, faut-il faire le DICRIM avant le PCS ou l'inverse? Alors, sur le PCS, alors c'est toujours pareil, le code est clair dans son obscurité, c'est en tant que de besoin. Donc, si vous voulez le réviser tous les mois, vous pouvez. De manière plus pratique, il est clair que c'est quand même un document qui peut être un petit peu lourd à construire. Et donc, du coup, il faut le réviser dès qu'il y a une nouvelle info qui est portée à la connaissance. Et donc, on se rend compte que le PCS n'est plus à jour. Donc, ça, c'est le premier point. Et donc, maximum, le délai de 5 ans, généralement, ça sera quand même révisé
peut-être, enfin, ça dépend vraiment des territoires, en fait. Il y a des communes où c'est révisé, pas annuellement, mais beaucoup moins, et des communes où, avant l'obligation du délai de 5 ans, c'était très peu révisé. Moi, je conseille quand même de le réviser dès qu'il y a une information sur un risque qui remet en cause la pertinence du document. Et donc, sur l'ordre, le dit crime est inséré au PCS. Donc, du coup, dans l'ordre, c'est vrai que c'est mieux de faire le PCS, le PCS d'abord. Mais... On a une dernière question, Madame On avait une main Barbière. levée, oui, Exactement. de Catherine. La mairie de Grès-Pollet. Je reviens sur les questions de Pierrick Viau, là, et une autre question. Nous, on a un territoire hyper long, hyper étendu, et là, vous voyez, au nom des bénévoles qui pourraient, des collaborateurs occasionnels, on en a au moins une vingtaine. Donc, c'est lourd quand même, parce que après ce que vous me dites, s'il faut faire une convention avec 20 personnes, encore faut-il qu'ils acceptent. On est en train d'élaborer le PCS, là. C'est pour ça que ce que vous me dites, c'est un peu compliqué, là, pour nous, pour annoncer tout ça. Il ne faut pas faire forcément une convention, mais il faut bien déterminer les personnes, leur champ d'intervention, leurs modalités d'intervention, et tout ça, ça doit vraiment être fixé. Il n'y a pas besoin forcément d'un contrat entre chaque personne, entre vous et chaque bénévole, mais du coup, le cadre juridique d'intervention et les modalités d'intervention doivent être définies. Alors, par contre, sur ce point-là, effectivement, Johanna a tout à fait raison. Nous, ce qu'on avait quand même veillé à faire pour sécuriser un peu, c'est que quand alors on a une formation initiale avant qu'ils rentrent dans le dispositif, ils signaient un engagement quand même. On leur faisait signer un petit papier qui était un engagement. Je m'engage à respecter les procédures, à ne peut pas, voilà, pour avoir quand même une trace dans les archives du fait qu'ils s'étaient engagés initialement et qu'ils avaient du coup pris connaissance. C'est un peu le livret de sécurité quand on fait un accueil dans une industrie, on s'engage à avoir pris connaissance ou dans d'autres cas de figure. Ça mange pas de pain, c'est rapide, c'est moins lourd qu'une convention, mais ça peut servir. Quand il y a un souci, quoi, où on va de toute façon aller rechercher des responsabilités. Et Catherine, vous aviez une question? Une question, que se passe-t-il lorsque, en fait, je parle des problèmes de construction qui ont été autorisés sur, par exemple, une zone où nous, on a des problèmes d'inondation. Quelle est la responsabilité du maire quand ça a été fait par les maires précédents? Malheureusement, c'est l'autorité du maire. Alors, vous voulez me dire peut-être au niveau pénal? Oui, c'est ça. Quel est, quand c'était le maire ou le maire d'avant qui a fait ça et qui a un problème à un moment donné sous l'égide de la maire actuelle, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que la personnalité du maire ne va pas être prise en compte si on recherche la responsabilité à un instant T. Dans le sens où si aujourd'hui, il y a un problème, donc je ne sais pas exactement ce que vous visez, mais en tout cas, la construction, par exemple, des personnes sont décédées du fait d'une inondation. Aujourd'hui, ce qui va être recherché, c'est si vous avez connaissance à ce jour d'un risque, c'est à vous, de toute façon, qui repose, à qui revient de prendre les mesures nécessaires pour mettre en sécurité les personnes. D'accord. Donc, ça doit être fait par les maires actuels de prendre les mesures pour protéger. À partir du moment où vous le savez, oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Merci. Donc, je vais faire écoutez, merci pour ces questions. Peut-être que vous en avez encore en suspens, mais l'heure est écoulée. Donc, Laurence vous précise dans le chat qu'effectivement, demain, nous aurons le module 2 du webinaire communication de crise avec Carlo Zaglia, donc, qui nous parlera de retour d'expérience, de cas concrets et nous donnera des conseils opérationnels après un premier webinaire qui était sur des généralités. On retrouvera Johanna la semaine prochaine qui nous parlera de recul du trait de côte et on en aura fini donc avec cette première série test de webinaire 1 heure pour comprendre. Laurence vous a partagé un petit lien avec un questionnaire de satisfaction. On vous remercie vraiment de prendre 3 minutes pour le renseigner. C'est important pour nous pour mesurer votre satisfaction et voir également si on poursuit et sur quel thème on pourrait investir l'année prochaine. Je remercie vivement Johanna qui a accepté le challenge de répondre à vos questions et puis surtout de préparer cette intervention très courte, mais bravo pour l'effort de synthèse, c'était extrêmement clair. Merci
merci à Laurence également, qui œuvre à la préparation de ces webinaires d'une main de maître. Et merci à tous pour votre participation. Et j'espère vous retrouver donc demain et puis la semaine prochaine pour certains. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée, Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous.